Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Je vous retrouve dans cette seconde édition du format Mes 10 dernières découvertes. Un format qui me permet de vous parler de mes récentes découvertes de jeux de société, que ce soit des jeux récents ou anciens. Je vais vous parler de jeux que j'ai aimés, mais aussi de jeux que j'ai moins aimés, puisque voilà, ça mélange. C'est un format qui me permet aussi d'être un peu plus nuancé, puisque je veux aussi parler des jeux que j'ai moins aimés. Alors je sais que vous aimez bien que je vous parle de jeux un petit peu plus anciens. Il y en a quelques-uns dans la vidéo, mais au final c'est vrai que là récemment j'ai joué plutôt à des nouvelles sorties jeux de société et même à des jeux qui ne sont pas encore sortis, et du coup c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de prendre un petit peu la température de ce qui va arriver, parce que on le sait, la fin d'année est toujours hyper chargée en jeux de société, en sortie jeux de société. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner, voilà, tout simplement. Moi je vous propose qu'on plonge dans le vif du sujet. C'est parti! Et on commence avec un jeu de la gamme Sur les traces de, avec Sur les traces de Marie Curie. Le premier jeu de la gamme, c'était Sur les traces de Darwin, qui est un excellent jeu familial, qui a d'ailleurs été nominé à l'As d'Or. Je trouve que c'est le jeu familial par excellence, et puis c'était un jeu très sympa. Je trouvais que même l'interaction était très chouette, sans être trop agressive, mais il y avait une belle interaction. Du coup, les attentes par rapport à Sur les traces de Marie Curie étaient très élevées, d'autant plus que l'éditeur, Sorry We Are French, ne sort pas énormément de jeux, mais c'est vrai que les jeux qu'ils font sont toujours hyper soignés, avec des belles illustrations, un matos de qualité. Et sur cet aspect-là, Sur les traces de Marie Curie, ne déroge pas à la règle. On a même une petite tour à ressources dans laquelle vous allez mettre des ressources. Donc vous savez ce que vous mettez, mais vous ne savez pas ce qui va en sortir, puisque la tour va retenir en fait certaines ressources. C'est donc un jeu de gestion de ressources. Vous allez prendre les ressources qui sont tombées de la tour, et avec ces ressources, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez améliorer votre plateau personnel. L'amélioration de plateau personnel va vous permettre non seulement d'aller chercher plus de ressources, mais aussi d'en garder plus sur votre plateau, puisque vous êtes assez limité au départ, et puis vous allez améliorer tout ça au cours de la partie. Les ressources vont aussi vous permettre d'aller chercher des cartes qui auront plusieurs effets, plusieurs bonus, et en transformant certaines, ça va vous permettre aussi de marquer des points de victoire. La partie est rythmée par une ligne du temps qui représente les différentes étapes importantes en fait de la vie de Marie Curie. D'ailleurs, vous avez aussi un petit livret dans la boîte qui vous explique ce qui s'est passé à chacune des dates. C'est très intéressant, c'est très bien écrit, donc je vous encourage, si jamais vous jouez au jeu, à aller avoir la curiosité en fait d'aller voir ce qui est écrit dans ce petit livret. Comme je le disais, le matériel est extrêmement beau, la qualité d'édition est hyper soignée, mais autant Sur les traces de Darwin était un jeu familial qui avait une belle stratégie et une belle interaction, autant j'ai trouvé celui-ci sans grand intérêt. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, on peinait vraiment à récupérer des points. On a fini, je pense, la partie avec 8 et 9 points, donc un point d'écart, et vraiment on galérait à aller en récupérer. Et les parties en fait vont toutes se ressembler les unes aux autres, parce qu'il n'y a vraiment rien grand chose à faire dans le jeu. Qui dit grosses attentes dit aussi grosse déception. On va monter d'un cran dans la difficulté, même de 2, 3, 4 crans, avec le nouveau Garphill Games. C'est Esdra et Néhémie. Le mur et le temple de Jérusalem ont été détruits, et vous allez donc les reconstruire. Vous allez faire des offrandes à l'autel, et vous allez enseigner la Torah aux exilés qui reviennent à Jérusalem. C'est un thème assez particulier, ma foi. On ne pourra pas dire qu'on l'a vu et revu des dizaines et des centaines de fois comme l'espace ou la nature. C'est assez particulier. On retrouve le même système de choix d'action comme dans Vicomte du Royaume de l'Ouest. Donc c'est-à-dire que vous allez poser une carte, et en fonction du nombre de bannières qu'il y aura sur les 3 cartes qui sont présentes devant vous, vous allez faire une action qui sera
plus puissantes. La différence avec Vicomte, c'est que ici les cartes ne sont pas décalées, mais vous allez recouvrir un des 3 tas, ce qui fait que les bannières qu'il y aura en dessous ne seront plus disponibles, donc vous allez vraiment devoir en fait bien réfléchir à quel tas vous allez recouvrir. Donc on va devoir bien anticiper les actions qu'on va vouloir faire pendant une manche, parce que les bannières vont être recouvertes, donc il faut savoir un petit peu dans quel ordre vous allez faire vos actions, puisque chaque action correspond à une couleur de bannière et que vous allez les recouvrir. Le plateau est clair, l'iconographie est limpide, franchement ça coule de source. Et ce qu'on lit un petit peu partout par rapport au jeu, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, et c'est vrai, il n'y a pas un élément où vous allez vous dire « Ah, ça c'est original, j'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu ». Non, il n'y a rien de neuf dans le jeu, mais au final c'est pas grave parce que le jeu est excellent. Comme dans tout bon Eurogame, il y a plusieurs façons de marquer des points, il y a plusieurs axes, donc plusieurs stratégies à tester. On va s'orienter sur une stratégie lors d'une partie, on fera autre chose lors d'une seconde partie et lors des parties suivantes. On saura pas être partout, bien sûr. Franchement, c'est un très bon Eurogame et moi j'aurai grand plaisir à y rejouer, c'est sûr. Après vous avoir présenté Esdra et Néhémie, eh bien je vais vous parler d'un autre jeu des mêmes auteurs et de la même maison d'édition. C'est Érudit du Tigre du Sud. Alors là où Esdra et Néhémie étaient fluides, étaient clairs, avec une iconographie qui était très claire elle aussi, et bien dans Érudit du Tigre du Sud c'est tout l'inverse. Ici encore on a un thème original parce que vous allez faire appel à des traducteurs pour traduire des parchemins de différentes langues vers l'arabe. Donc un thème aussi qu'on a vu nulle part ailleurs, hein, un thème tout à fait original. Comment ça va se jouer? Eh bien chaque joueur a un plateau personnel avec les différentes actions du jeu, les 4 principales actions du jeu qui sont pré-imprimées sur le plateau. À votre tour, vous allez jouer une carte, donc on a tous les mêmes cartes. Et vous allez jouer une carte sur un emplacement d'action. Et cette carte elle-même va avoir 2 emplacements pour que vous puissiez mettre 1 ou 2 dés. Vous choisissez si vous placez un dé ou si vous en placez 2, en sachant que les dés, bien sûr, vont avoir différentes valeurs, hein. Je ne vous apprends rien. Et les dés aussi vont avoir différentes couleurs. Et vous avez certaines actions qui vont vous demander une couleur spécifique et certaines actions qui vont vous demander une valeur spécifique. Jusque là, ça va, vous me suivez, parce que là, ça va se compliquer. Imaginons vous mettez 2 dés. Vous mettez un dé blanc et un dé bleu. Et bien ça va vous faire une action bleue parce que le blanc en fait va prendre la couleur du dé bleu. Donc vous allez avoir une action bleue. Si vous mettez un dé bleu et un dé jaune, ça va vous faire une action verte. Mais par exemple, si vous mettez un dé bleu et un dé orange, comme le orange est une couleur secondaire, ça va vous faire une couleur orange. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez aussi des ouvriers. Honnêtement, quand j'ai lu les règles, je me suis demandé mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire quelque chose d'aussi tiré par les cheveux? Et vraiment, pendant toute la partie, ça m'a fait des nœuds dans le cerveau. Il y avait comme une résistance. Là où Esdra et Néhémie, franchement, après quelques tours, c'était fluide, je savais ce qu'il fallait faire et il n'y avait aucun souci. Que dans celui-là, ouais, il y avait vraiment une résistance et les règles ne voulaient pas s'imprimer. Vraiment. C'était une lutte constante. Enfin, je dis ça, mais je l'ai quand même préféré à Voyageurs du Tigre du Sud, que j'avais pas du tout aimé. Et je pense que si on me le propose, j'y rejouerai, mais spontanément, je le proposerai pas. Je vais maintenant vous parler d'un jeu qui est tout l'inverse d'Érudit, tellement il est simple. C'est Qwixx, qui est un jeu qui commence à dater, puisqu'il date quand même de 2012. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui le connaissent, mais moi, j'y avais jamais joué, donc c'était vraiment une découverte pour moi. Au niveau des règles, on peut difficilement faire plus simple que ça. Parce que vous allez avoir devant vous une feuille sur laquelle vous avez 4 lignes qui représentent 4 couleurs de dés. Et sur ces lignes, vous avez des chiffres. Sur les 2 premières lignes, vous avez des chiffres qui vont de 2 à 12 et sur les 2 dernières, c'est de 12 à 2. Le but va être de mettre un maximum de coches dans chacune de ces lignes et à votre tour, ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez lancer les dés. Le joueur actif peut combiner les 2 dés blancs pour avoir une valeur et peut aussi combiner un dé blanc avec un dé de couleur. La subtilité, c'est que à partir du moment où vous avez fait une coche dans une des lignes, vous ne pouvez plus faire de coche à gauche de ce chiffre. Donc ces valeurs-là, elles sont perdues. Vous ne pouvez plus faire de coche que à droite de la dernière coche que vous avez faite. Une fois que vous êtes arrivé au bout d'une ligne, la couleur devient inaccessible pour les autres, vous retirez le dé et bien sûr pour faire ça vous devez avoir fait un minimum de nombre de coches dans la ligne, donc 5 parce que sinon c'est trop facile, vous avez un 2, vous mettez le 2 au bout et la ligne est inaccessible pour tout le monde.
Non. Vous devez avoir au minimum coché 5 cases avant de pouvoir déclarer qu'une ligne n'est plus accessible pour personne. C'est typiquement le genre de jeu auquel vous allez jouer en terrasse, en buvant un verre. C'est super simple, donc vous allez pouvoir jouer avec plein de gens. Et moi je suis très contente en fait de l'avoir découvert parce que je trouve ça très cool. Alors j'ai toujours ma préférence pour Très Futé hein, bien évidemment, mais on va pas le sortir aux mêmes occasions on va dire, parce que Très Futé il y a quand même une certaine réflexion à avoir. Ici c'est facile, vous allez en plus avoir envie d'enchaîner les parties parce que c'est tellement simple que vous allez avoir envie soit de prendre une revanche ou soit d'améliorer votre score tout simplement. Et voilà, donc très belle découverte Qwixx, vraiment. Fairy Ring, c'est un jeu familial qui arrive chez Repos Productions. C'est un jeu qui mêle draft et une mécanique qui est assez originale puisque une fois qu'on a joué notre carte, le chiffre qui est dessus va déterminer le déplacement de notre fée, et notre fée elle va en fait se déplacer non seulement sur nos cartes mais aussi sur les cartes des adversaires puisque ça représente le cercle des fées. Si jamais la fée arrive chez un de nos adversaires, l'adversaire va marquer des points, mais nous aussi si on a le même champignon dans notre espace de jeu. Et bien sûr si la fée s'arrête sur un de nos propres cartes, eh bien il n'y a que nous qui marquons des points. C'est très familial hein, donc ça s'explique en 2 secondes. Et là moi je sais que j'aurai plaisir à le faire découvrir à des joueurs un peu plus jeunes, c'est à partir de 8 ans. Voilà, je pense pas que avec des joueurs aguerris je vais pas jouer à ça, même entre nous avec Michael je pense qu'on n'y jouera pas, mais avec des plus jeunes c'est un jeu que j'aurai plaisir à faire découvrir. Infiltraître est un jeu de déduction coopératif. En fait vous faites partie d'une organisation secrète et il y a des traîtres qui se sont infiltrés, il faudra les démasquer. La mise en place va vous dire combien de traîtres vous devez mettre en jeu et vous avez plusieurs actions à votre disposition. Vous pouvez déjà prendre une carte traître, donc en prendre connaissance, la mettre devant vous de façon cachée des autres joueurs, bien sûr, qui vont devoir deviner quelle traître vous avez. Vous allez pouvoir aussi donner des informations sur votre carte aux autres joueurs, puisque dans votre main, vous avez des cartes. Quand vous mettez une carte devant vous, soit vous la mettez de façon verticale, ce qui veut dire qu'il y a une de ces caractéristiques qui est en commun avec votre carte traître. Ça peut être soit que la couleur est la même que votre carte, soit c'est le chiffre qui est le même que votre carte, soit votre traître est un multiplicateur ou un diviseur de la carte indice que vous avez donnée. Si vous la mettez de façon horizontale, ça veut dire que votre traître n'a aucune caractéristique commune avec la carte indice que vous avez jouée. Vous allez aussi pouvoir piocher des cartes. Au lieu de mettre un indice devant vous, vous pouvez donner l'indice à un autre joueur qui va la mettre lui-même de façon horizontale ou verticale en fonction de son traître à lui. Le but bien sûr c'est de trouver tous les traîtres. Soit la partie peut s'arrêter quand on ne peut plus faire aucune des actions possibles dans le jeu. L'aspect plutôt sympa du jeu c'est que c'est un jeu évolutif, vous avez 20 missions dans le jeu qui rappellent les missions de The Crew, puisque vous allez avoir certaines missions qui vont dire que vous ne pouvez pas du tout parler, vous allez avoir des missions qui vont vous dire qu'il y a des cibles prioritaires, donc des traîtres à trouver avant les autres. C'est dit à partir de 2 joueurs, moi je vous déconseille vraiment d'y jouer à 2. Je trouvais que c'était particulièrement long et répétitif à 2 joueurs. C'est bien plus sympa s'il y a plusieurs joueurs autour de la table parce que là vous allez être plus libre de parler, d'échanger des informations, que si vous n'avez qu'une personne en face de vous, bah vous êtes quand même limité dans ce que vous pouvez dire puisque vous ne pouvez pas communiquer sur votre... vous ne pouvez pas faire part de vos soupçons en fait à la personne dont vous essayez de deviner le traître, tandis que si vous êtes avec d'autres personnes, là il y a plus d'informations, d'échanges qui peuvent se faire et c'est bien plus sympa. C'est pas un jeu qui va particulièrement me marquer je pense, mais ça reste sympathique et avec plusieurs joueurs il y a quand même moyen de passer un bon moment autour de la table. Un jeu qui m'a bluffé par son matériel, eh bien c'est Art Society. J'en attendais pas grand chose et j'ai été assez surprise. Bon déjà c'est vrai que le matériel il est incroyable et ça participe beaucoup à l'expérience de jeu, mais au-delà de ça c'est un jeu par lequel on aime bien revenir, même auquel on aime bien jouer à 2. C'est un jeu qui mélange placement de tuiles et enchères. Le premier joueur va choisir les tuiles qu'il souhaite qui sont face cachée. Une fois que les tuiles ont été choisies, on va les révéler et à ce moment-là la phase d'enchère commence. Donc on a tous des chiffres en fait qui vont de 1 à 20 et on va choisir en fait les tuiles qu'on va mettre selon ce qui est présent autour de la table.
Si les tuiles qu'il y a au centre de la table vous importent peu, vous allez mettre bien sûr un chiffre qui est très bas. Si par exemple vous avez envie absolument de récupérer une tuile, alors là vous allez mettre un 20 ou un chiffre le plus élevé possible. Et après vous allez récupérer la tuile, vous allez la placer sur votre plateau, bien sûr en respectant des conditions de placement, en faisant gaffe bien sûr au scoring pour la fin de partie. Et la tuile qui n'est récupérée par personne va aller au musée, ce qui va faire augmenter sa cote de popularité et donc qui va influer sur la valeur de cette couleur là en fin de partie, puisque chaque tuile a une couleur. La couleur du tableau qui n'est choisie par personne va faire grimper la valeur de cette couleur là. Donc quand vous allez choisir vos tuiles, non seulement vous allez faire attention à quelle tuile là vous intéresse, mais aussi quelle tuile vous allez laisser au musée, parce que si vous laissez une tuile dont le genre, donc la couleur est présente en grande quantité chez vos adversaires, vous allez en fait donner au final des points à vos adversaires, donc il faut aussi faire attention à ça. On a été surpris de voir que ça fonctionnait bien à deux. Je dis pas que c'est forcément la configuration idéale, mais ça fonctionne bien, parce que même si vous n'êtes que deux à enchérir, vous allez plus faire attention aux chiffres qui sont déjà sortis chez vos adversaires. Voilà, ce que vous pouvez moins faire quand il y a beaucoup de joueurs autour de la table, et du coup vous allez pouvoir un peu plus jouer avec ça, donc c'est bien aussi. Le matériel, franchement il est fou. Toutes les tuiles représentent des tableaux célèbres qui sont détournés. C'est juste trop chouette en fait de regarder toutes ces tuiles, de faire attention aux détails. C'est vraiment très agréable de jouer avec ce matériel. Du coup c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup surprise. Je m'attendais pas à l'aimer autant, mais c'est vrai que voilà, on aime beaucoup y jouer, on aime beaucoup y jouer à deux, donc c'était vraiment une très belle découverte. Les Architectes d'Amitis, c'est un jeu de placement de tuiles à 2 joueurs exclusivement. C'est un jeu familial aux règles extrêmement simples. À votre tour, vous allez envoyer un de vos 4 architectes sur le plateau central pour aller récupérer des tuiles. Là où vous avez récupéré une tuile, vous allez laisser votre architecte, ce qui fait que la pile n'est plus accessible ni pour vous ni pour les autres tant que votre architecte est dessus. Et quand vous allez récupérer la tuile et la placer sur votre plateau personnel, vous allez activer son effet. Ça va vous donner des points et ça va vous donner aussi des petits effets supplémentaires. Quand sur le plateau central, vous alignez 3 architectes en diagonale, à la verticale ou à l'horizontale, comme un OXO, et bien ça va vous permettre d'aller mettre un jeton faveur sur un autre plateau qui va vous débloquer aussi du scoring de fin de partie. Et à côté de ça, il y a aussi des cartes que vous allez récupérer avec certaines tuiles qui représentent en fait la position de tuiles sur votre plateau. Quand vous alignez les bonnes couleurs qui correspondent à la carte sur votre plateau, vous validez la carte et ça vous donne aussi des points. Donc vous allez jouer non seulement avec les couleurs des tuiles, les types de tuiles aussi, puisque chaque tuile est liée à un effet, et aussi avec la hauteur, puisque vous allez pouvoir empiler les tuiles sur votre plateau. Et je pense que là au niveau des règles, j'ai plus ou moins tout dit. C'est assez plaisant. Je dis pas que je vais faire 1000 parties de ça, mais les parties que j'ai faites m'ont plu. Si vous cherchez un jeu de placement de tuiles à 2 joueurs, qui prend pas beaucoup de temps, qui est simple à prendre en main, ça peut être un bon choix. J'ai aussi découvert ce jeu, Corridor Pac-Man, dont je trouve la boîte tout simplement incroyable. D'ailleurs, si vous faites attention aux détails, non seulement vous avez les petits fantômes et le petit Pac-Man là qui sont en bois, mais vous avez aussi le petit logo de l'éditeur ici qui a été adapté au jeu. Vous allez jouer avec un plateau et avec les barrières du corridor classique, mais le gameplay va complètement changer du corridor classique. Un joueur va incarner Pac-Man et les autres vont incarner les petits fantômes. Le but de Pac-Man est de manger les 4 petites pastilles qui sont placées sur le plateau de jeu, et le but des fantômes bien sûr est d'attraper Pac-Man. Mais bon, il y a plusieurs petites choses qui m'ont chiffonné. La première, c'est que c'est indiqué que c'est pour 15 minutes. Nous, nos parties ont duré bien plus que ça. Et ça m'amène au fait que j'ai trouvé ça pas très dynamique, ce qui est complètement contradictoire avec le principe de Pac-Man, qui est un jeu très dynamique, qui va très vite, qui est très nerveux. Et là on réfléchit quand même vachement à nos déplacements, on va essayer d'anticiper les mouvements de Pac-Man. Donc moi je pense que je vais garder la boîte parce que je la trouve folle, je trouve que le matériel il est trop cool. Mais je ne jouerai plus, je pense, à la version Pac-Man. Par contre, ce qui peut être encore sympa, c'est que vous pouvez jouer à la version classique de Corridor, et là vous choisissez le fantôme que vous voulez et vous jouez à la version classique de Corridor. Moi je pense que si je le ressors, je jouerai plutôt à la version classique que à la version Pac-Man. Et enfin Harvest, c'est un jeu que j'ai commandé dès que je l'ai vu en fait passer. J'ai manqué le Kickstarter, mais j'ai commencé à le voir passer en fait sur les réseaux, et quand j'ai vu
le matériel, tout de suite ça m'a donné trop envie d'y jouer, trop envie de le commander. Donc j'ai trouvé la version Deluxe du Kickstarter sur Philibert et je me la suis prise. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous allez vous occuper de votre ferme, vous allez aller acheter vos graines, vous allez les planter en utilisant de l'engrais, puis vous allez les faire pousser et donc les faire multiplier en les arrosant, et puis vous allez les récolter. Votre plateau est assez petit au départ puisque vous avez toute une zone boisée qu'il faudra dégager pour pouvoir mettre plus de culture. Vous allez aussi pouvoir placer des bâtiments, et les bâtiments en fait c'est tout simplement la forêt que vous allez enlever. Quand vous allez regarder le verso de la tuile, ça va donner un bâtiment qui sera disponible pour tout le monde et il faudra aller l'acheter un petit peu plus tard dans la partie. C'est aussi un jeu avec un tout petit peu d'asymétrie puisque en début de partie vous allez choisir votre personnage qui va vous donner du coup une capacité qui est différente de celle des autres. Il y a quand même pas mal de personnages, donc avant de tout tester vous allez quand même faire plusieurs parties. Et vous avez aussi une tuile que vous allez mettre sur votre petit plateau personnel qui va vous donner un avantage en début de manche qui sera aussi différent de tous les joueurs. Si vous recherchez de l'originalité, vous n'allez donc pas en trouver dans ce jeu, mais ça reste un jeu très agréable à jouer. Et en plus de ça, franchement le matériel est fou, surtout la version Deluxe avec tout le matériel en bois est incroyable. Franchement moi quand j'ai vu ça passer sur les réseaux, j'ai eu tout de suite envie d'y jouer. Et les illustrations sont hyper jolies, il y a tout un côté vintage qui change en fait de ce qu'on trouve habituellement dans les illustrations. Il y a vraiment un cachet que j'adore. Par contre, petite précision, n'y jouez pas à deux, sinon on va vous mettre un automa, c'est pas la meilleure configuration. Jouez-y à 3 ou à 4. Je suis très contente d'avoir craqué dessus parce que même si c'est classique, c'est un très beau jeu. Et voilà, ça reste assez feel good comme style de jeu. Et donc voilà, c'était donc mes 10 dernières découvertes de jeux de société. Je pense que Filtrate on le voit pas, il est juste là. Avec du bon, du moins bon, des jeux récents et des jeux qui arrivent. Alors Harvest, je ne sais pas s'il va arriver en français, donc pour le moment ce jeu là il est en anglais. Corridor Pac-Man va arriver, Fairy Ring aussi va arriver bientôt, et Marie Curie. Les autres en principe, si je ne dis pas de bêtises, oui, les autres sont déjà disponibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous aussi pour soutenir la chaîne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!